Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle interview. Encore une fois, comme toutes les semaines, dimanche à 20h, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube avec à chaque fois un nouvel intervenant que je sollicite ici pour venir partager des idées intéressantes sur l'épanouissement amoureux. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Souchet, qui est psychopraticien en thérapie individuelle et en thérapie de couple. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, enchanté. Enchanté, merci de nous rejoindre, merci d'avoir accepté mon invitation. Je crois que tu as d'autres casquettes encore en plus de celle de psychopraticien. Tu veux nous en dire un mot rapidement? Alors, je suis également coach de vie en épanouissement personnel Oui, avec une option Love Coach intuitif. d'accord. Qu'est-ce que tu appelles exactement Love Coach intuitif pour être sûr de bien comprendre? Alors, c'est une spécificité concernant la relation amoureuse. Ok, Ça concerne la problématique des célibataires qui ne trouvent pas la bonne personne. Donc, comment on peut être amené à trouver la bonne personne et qu'est-ce qu'il faut comprendre de soi qui pourrait bloquer, tu vois, et empêcher la belle rencontre. Et ok, ça, c'est quand même très répandu et c'est pas perceptible à l'œil nu. Il faut aller ouais. un peu fouiner dans le rapport au père, à la mère, le type de relation qu'on a eu, l'amour qu'on a envers soi-même, comment on s'estime, quel regard on a sur soi. Enfin, c'est toute Ah, une waouh. complexité assez profonde. Et puis, le couple, je m'occupe aussi des couples qui ont des soucis de communication ou des Ok, soucis de compatibilité. Parce que, d'accord. comme je te le disais la dernière fois, enfin, je crois t'avoir dit ça, c'est que Oui, les deux sont reliés. Quand oui, on est célibataire, on prétend, enfin, on aspire plutôt à rencontrer une personne pour faire un couple. Mais oui. quand on est en couple, si tu veux, l'objectif, c'est de bien s'entendre et de faire durer la relation. Ok, Et ça me rappelle une petite phrase de Stromae sur une chanson récente où il disait le célibat, c'est la solitude et le couple, c'est la lassitude. Tu vois, ah, et waouh. quelque Ok, part, on a, bah, à part la rime, qui peut oui, être marrante, mais quelque part, c'est pas drôle du tout parce que oui, la solitude dans le célibat, c'est quand même très, très répandu et ça peut devenir pathologique. oui. La lassitude dans une relation de couple, bah, c'est la fameuse routine qui fait Mhm. qu'au bout de quelques années, les gens se défont, se détachent, s'éloignent et redeviennent Ouais, célibataires. En fait, les deux sont vraiment imbriqués. ok. Oh, je sens que cet échange va être très très riche, Jérôme. J'adore. Oui, Euh, oui, 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 oui. Tu sais, j'aime bien toujours commencer ces interviews par une question assez simple sur le parcours de la personne face à moi, comprendre comment elle en est arrivée à se lancer dans cette activité d'accompagnement des personnes pour les aider à s'épanouir en amour. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ton côté, Jérôme? Oui, tout à fait. Donc là, j'arrive à la soixantaine bien tassée, donc un parcours de vie assez long. Je me Oui, suis mis à mon compte très jeune, j'avais 21 ans, dans une ok, entreprise à l'époque que j'ai créée de cadeaux bibelots déco. Donc j'ai eu plusieurs magasins, principalement saisonniers, puisque j'habite les Sables-d'Olonne. Donc il y a toute une partie tu vois, d'activité touristique dans laquelle j'ai été pendant 10 ans. Et puis ensuite, l'entreprise s'est arrêtée par rapport à une crise économique. J'ai refait une autre entreprise dans les produits alimentaires régionaux. Donc, j'ai inventé le concept du panier garni. C'est ce que tu vois en ok, grande surface à Noël. Tu vois, tous ces paniers avec des produits à l'intérieur. Bah, en fait, l'idée est partie de moi sans prétention. Après, j'ai été copié, recopié, archi-copié. oui, Et à un moment donné, on ne suit plus parce que bah, il n'y a pas les moyens financiers, puis il n'y a pas la structure, ni l'état d'esprit, parce que j'ai pas un état d'esprit d'entrepreneur grand niveau. Et, oui, euh, et donc, j'ai arrêté en 2016. C'est une entreprise qui a duré 25 ans. Donc, j'ai eu ok, aussi plusieurs magasins, un entrepôt, je livrais à la grande distribution. Et donc, en 2016, mi-novembre 2016, ça s'est terminé au tribunal de commerce. Donc, c'est des épreuves qui sont pas faciles à vivre, où oui, en quelques minutes, on te liquide ton entreprise, tout ce que tu as créé, ça part comme ça à la poubelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très dur à vivre. Et comme mhm, j'avais fait des études de psychothérapeute il y a maintenant 17-18 ans, mais en complément de mon métier de l'époque, c'était le week-end, ok, tu vois, une formation du soir et pendant les vacances scolaires et tout ça. Et j'avais fait aussi des études également en sciences humaines. ok, Et la combinaison de ces deux-là me permettait d'aborder toute la problématique de la relation humaine avec ses ambiguïtés, ses contradictions, les peurs, les émotions, enfin tout ce qui tourne autour de l'humain, ok, ce qu'on n'ose pas faire, la mission de vie, nos facultés qu'on met pas en avant, qu'on n'exploite pas. Et puis,
Et puis, j'ai refait une formation de coaching en développement personnel dans une autre formation, c'était début 2019. Et je me suis installé en micro-entreprise le 15 octobre 2019. J'ai pris un cabinet de psychothérapeute le 1er janvier 2020. Ok. Et ensuite, comme tout le monde se souvient à peu près, mi-mars 2020, on s'est payé un magnifique confinement de 2 mois. Ouais. Je Idéal pour le lancement d'activités entrepreneuriales. Ah, c'est parfait, surtout quand tu as investi dans un bureau avec un loyer et que tu n'as plus de clients parce que administrativement, tu as une belle pancarte sur la porte. Nous sommes fermés jusqu'à nouvel ordre suite aux mesures Ouais. gouvernementales. C'est fabuleux comme motivation. Et Ok. là, tu prends un pet dans la figure, hein, c'est quand même le cas de le dire. Ouais. Et encore, je reste poli, tu vois. Oui, oui. Et ensuite, la relance au mois de mai, c'est les gens sont libérés. C'est quelque chose que personne n'a vécu. Moi, j'appelle ça une assignation à résidence sous contrainte. Tu n'es Ouais, ok. responsable de rien, tu n'as fait aucune faute, puis Ouais. finalement, on t'enferme chez toi. C'est très, Ouais. très traumatisant. Ouais. Et les gens se sont libérés un peu comme des fauves qu'on a gardés en cage avec le besoin de partir en vacances, de sortir, d'aller dans les bars, etc. Puis après, il y a eu toutes les restrictions du masque, du pass, qui Ah étaient, oui. à mon avis, une seconde, une seconde gravité dans le lien Ouais. social et dans la confiance en soi. Et donc, Ouais. les sites Internet de rencontres se sont beaucoup développés à cette époque-là parce que les gens étant coincés chez eux, c'était aussi un moyen de contacter l'extérieur. Oui. Et il y a eu la conséquence des séparations où les gens se sont retrouvés soit 24-24 ensemble, donc on Mhm. accélère le temps du couple, ou Oui. soit ceux qui vivaient chacun chez eux n'avaient plus la possibilité de se voir. Donc ils Ouais. étaient séparés de fait, par obligation. Et ça Ok. a créé aussi des séparations. Et depuis, puisque ma spécificité, c'est le célibat, Mhm. il y a eu 1,5 million de personnes qui se sont séparées depuis le confinement. Ok. Donc on Waouh. était à Je savais peu pas les près, chiffres. Ouais. et les chiffres à peu près officiels, on était à 18 millions de célibataires, ce qui est colossal sur un pays de Mhm. 68 millions. Si on enlève les ados, les enfants et les anciens au-delà de 80 ans, ça fait encore une population de 50 millions environ. Et sur 50 millions, on arrive à quasiment 20 millions de célibataires, ce qui représente grosso modo 38-39%, ce qui est Mhm. colossal. Donc il y a un vrai souci dans la rencontre et dans la belle rencontre. Ça Et, allait être ma question, justement, Jérôme. Toi qui es spécialiste du célibat, puisque, comme tu viens de le dire, comment toi tu t'expliques le fait qu'on ait de tels chiffres dans notre pays? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il y a une difficulté à être authentique, déjà Mhm. d'une part. Il y a une peur derrière de ne pas convenir, de ne pas être intégré dans la nouvelle famille, de ne Mhm. pas être assez aimé, de Mhm. subir la conséquence d'une relation qui s'arrête. Parce que antérieurement à ce que nous sommes, moi, si tu veux, avec mes 60 balais actuels, j'ai à peu près une dizaine de relations, hein, voilà, sans Mhm. trop rentrer dans les détails, dont 4 ont vraiment compté plus que les autres. Ok. Et il y a quand même un phénomène qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et d'ailleurs, j'avais un titre de livre à ce sujet qui aurait dû être qui va paraître bientôt, mais j'ai changé le titre. C'était plus mes relations sont belles, ou plus mes histoires d'amour sont belles, plus elles sont courtes. Tu Ah, vois. Et ok. pour relater ce que je dis, ma première relation a duré 17 ans, ma seconde relation a duré 10 ans, ma troisième relation a duré 3 ans, Ok. ma dernière relation a duré 2 mois. Et, Ok. et sincèrement, tu vois, ça m'émeut un peu parce que c'était à chaque fois des belles relations, mais malgré que ce soit de belles relations, elles étaient de plus en plus courtes. Et je me suis dit, est-ce que c'est dû à moi? Est-ce que c'est dû à l'autre? Est-ce que c'est dû au fait que maintenant on est dans le consommable et par conséquent on est dans une durée de vie relationnelle qui s'écourte? Est-ce Ouais. qu'on est dans des phénomènes sociétaux d'apparence, tu vois? Enfin, je me suis quand même interrogé. Et finalement, quand on rencontre quelqu'un, c'est deux personnes avec deux histoires et donc une liste de critères avec ce qu'on appelle les blessures émotionnelles qui peuvent être plus ou moins activées à des degrés différents chez chacun. Il y a des Mhm. peurs résiduelles aussi qu'on ne détecte pas forcément, mais qui sont là. Et comme je te l'ai résumé tout à l'heure,
la peur de ne pas plaire suffisamment, de ne pas être assez aimé, que l'histoire tombe dans la routine, de vivre la souffrance d'une séparation de nouveau. Ouais. Tout ça, finalement, représente un agglomérat de peurs, de blessures qui se mélangent un peu dans le cerveau, un peu dans le mental, dans l'esprit, dans le corps, puisque tout est relié. Et à un moment donné, les gens se mettent en mode protection. Ouais. On voit bien dans les soirées que j'organise, puisque j'organise des soirées rencontres célibataires. Donc, c'est un concept que j'ai créé il y a à peu près un an, qui s'appelle soirée célib rencontre, speed and slow dating. Donc, on pourra Mhm. reparler de ça si tu veux. Et Mhm. je vois bien, par exemple, hier soir, on était une vingtaine de personnes, donc moins de personnes, alors que j'ai fait plus de communication que d'habitude, plus de pubs, plus de partage. Puis maintenant, il y a une antériorité. Ça fait un an que j'en fais, donc je suis peut-être rendu Ouais. à 35 soirées. Eh ben, Wow. 20 personnes, je trouve que c'est peu quand on veut Oui. vraiment rencontrer. Et si on ne se donne pas les moyens de rencontrer, c'est-à-dire sortir de chez soi, faire face à ses peurs, au regard que l'autre va avoir sur nous, tu vois, comment on va s'exprimer, comment on va se présenter, comment on va séduire. Eh OK. bien, le phénomène site de rencontre qui consiste à consulter un catalogue en restant tranquille, peinard chez soi, sans prendre de risques, et si jamais la personne ne plaît pas, on passe à une autre, ou on la bloque s'il y a une phrase ou une expression qui ne convient pas. Eh ben, c'est vraiment un mode très éphémère de la rencontre et un mode du jetable. Tu vois, Ouais. cette expression que j'avais utilisée, mais qui ne vient pas forcément de moi, ce qu'on appelle la relation Kleenex. Mm. Ouais, bien C'est sûr. tu Et prends. un peu une relation un peu factice, quoi, aussi, hein, où tu montres bien que ce que tu veux montrer et surtout tu te préserves. C'est super intéressant ce que tu partages sur cette notion de paralysie par les peurs qui serait d'autant plus accentuée que tu as du vécu dans ta vie sentimentale. C'est ouais, super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifieront à ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu préconises par rapport à ça pour sortir de cette paralysie, justement? Alors, bah, ce que je préconise, c'est un peu comme un garagiste que tu vas aller voir, puis tu as une voiture qui démarre pas, ou une voiture qui broute, ou qui tombe en Ouais, panne souvent. C'est à un moment donné, bah, soit tu continues à garder ta bagnole merdique et tu assumes les conséquences avec tout ce que ça représente comme désagrément, ou soit ouais, tu changes de bagnole ou tu changes de garagiste. Enfin voilà, de manière à ce que bah, ton trajet soit fait dans de meilleures conditions. Au niveau de la rencontre, je me suis rendu compte qu'il y avait des facteurs bloquants qui étaient certainement légitimes, puisque quand on a peur, on se trouve des excuses. Tu vois, hier mhm, soir, en l'occurrence, j'ai 3 personnes qui ne sont pas venues, on devait être 23 ou 24, on s'est retrouvé à 20 ou 21, et sur les 3 personnes pas venues, tu en as un qui ne réagit pas, ou il ne vient pas. Voilà, il a décidé de ne plus venir. Alors, soit parce qu'il a un empêchement, soit parce qu'il a peur, mais il ne prévient pas. OK? ok, C'est comme dans les restaurants, les gens ils réservent, ils oui, prennent une table de 5, de 6, puis d'un coup ils ont autre chose à faire, ou ils oublient, ou enfin bref. Et puis ils vont pas au resto. Et le restaurateur se retrouve avec une table perdue de 5, 6 personnes. ouais, Et ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus accentué ces dernières années, ces derniers mois, parce que comme je fais mes événements chez des restaurateurs, tu veux, il y a ouais. des confidences, et quand je dis, bah, on devait être tant, on n'est plus que tant, il dit, ah, bah, t'inquiète pas, nous, c'est pire, on a des tables de 10 qui sont réservées, et les gens, ils viennent pas. Donc, Ah, le waouh. restaurateur, s'il a 40 places, t'imagines, il y a une table de 10 qui vient pas, il perd un quart de sa clientèle du soir, quoi, c'est pas rien. Ouais, ouais, Et donc, je pense que derrière toutes ces excuses, et il y a aussi une fille en l'occurrence, puisque autant en parler, je lui envoie un petit message en disant bah, on t'attend, parce qu'elles étaient 2 à venir. Et puis elle me dit, ah, elle me répond pas. Tac. Puis tout d'un coup, bah, elle me dit bah, désolé, j'ai un empêchement, mais j'ai oublié de te prévenir. ah, Ah, t'imagines, j'envoie un message la veille pour relancer les gens en disant c'est demain, telle heure, je redonne toutes les explications pour pas qu'ils se trompent d'adresse ni d'horaire. La fille, elle me répond ok, à demain. Tu vois, waouh. c'était hier, hier avant-hier. Et elle a le culot de me dire désolé, j'ai un empêchement, oublié de te prévenir. Tu vois, mais c'est dingue, quoi. Hmm, Et c'est ce que je dis parfois en rigolant, il y aurait 100 000 euros à gagner dans mes soirées, mais non seulement il y aurait bien plus de monde, mais personne se trouverait d'excuses pour ne pas venir. ouais. Et ce qui est terrible dans l'exemple que tu donnes, c'est que, enfin, à mon sens, dans ma perception des choses, euh, faire une belle rencontre qui change le cours de ta destinée, ça vaut tellement plus que 100 000 euros.
Voilà, et c'est ce que j'ai mis dans un post qui est un peu crash d'ailleurs, où il y a des moments où il faut savoir dire les choses et pas prendre de gants. Alors, Ouais. c'est pas gentil d'arrondir les angles, tu vois, de mettre un peu de pommade. À un moment donné, il faut rentrer dans l'art et puis dire, bah, soit tu veux rencontrer quelqu'un et tu te prends en charge. Et d'ailleurs, pour se prendre en charge, c'est aussi réussir à prendre la main de quelqu'un à un moment donné, ou Mhm. soit tu te trouves des excuses en permanence, et puis bah, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Parce que si Ouais. on fait tout le temps la même chose, enfin la phrase bien connue des coachs, tu ne peux pas espérer un changement dans ta vie si tu ne changes rien dans ta vie. Ouais, C'est ouais, ouais. tellement évident. Mais Ouais. je pense que Albert Einstein, la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent, n'est-ce pas? voilà. Ouais, Donc ça date, hein, tu vois, c'est pas une phrase qui est sortie d'un chapeau hier matin. ouais, bien Euh, sûr. et Mais malgré. alors, du coup, pour revenir à la question, Jérôme, parce que là, tu nous as bien décrit cette situation de paralysie avec les exemples des, des personnes qui ont décommandé un peu en dernière minute hier soir sans même parfois te l'annoncer. Hmm. Et le Euh, comble, Guillaume, c'est en se trouvant des excuses qui tiennent pas la route. Parce oui, que bien sûr. Ok. désolé, j'ai oublié de te prévenir, bah mince, Ouais, tu as ouais, envie de d'accord. rencontrer quelqu'un, t'oublies pas que tu vas rencontrer quelqu'un. Bien sûr. Donc, ça, Euh, c'est clairement la manifestation de leur peur. Comment, à ton avis, on aide ces personnes à sortir de ça, à se reprendre en main, à se faire confiance, à oser s'exposer à des nouvelles souffrances finalement? Parce que c'est ça, à mon avis, qu'elles fuient, ces personnes-là, hein, finalement. alors, comment? Bah, tu sais, par le développement personnel. Ouais. On prétend se connaître tous autant les uns les autres, mais Mhm. finalement, on connaît que la surface. Ouais. C'est un peu comme le gâteau. Avant de goûter, tu peux pas savoir si les composants vont te convenir, si le goût sera à ton image. Enfin, tu vois que l'apparence, quoi. Et je Mhm. pense qu'on voit une apparence de soi avec la prétention de se connaître, alors qu'en réalité, c'est plein de complexité. C'est Mhm. ben, un lot de sensibilité, d'émotionnel, de peur stockée, c'est le rapport qu'on a avec nos parents, c'est le souvenir qu'on a de nos relations, c'est comment on est considéré dans la société, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on entreprend, qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce qu'on règle, qu'est-ce qu'on comprend de soi, qu'est-ce qu'on a envie Mhm. d'aller voir, tu vois. Et c'est cette fameuse phrase, la zone de confort, elle dit vraiment l'essentiel. C'est que l'être humain n'a pas envie de souffrir, l'être humain cherche du confort. Ouais. Et à partir du moment où il a trouvé un confort, même s'il est inconfortable, il est toujours plus confortable que d'en sortir. C'est Ouais. ça qui est gravissime. C'est de rester à se satisfaire d'un inconfort en pensant que ça reste encore confortable. Et c'est Mhm. toute la problématique des gens qui entament bah, des thérapies ou des séances de coaching. C'est que c'est à un moment donné, quand tu supportes plus une situation, tu vois, il y a un effet de ras-le-bol, ce fameux vase qui est Ouais, rempli ouais. à bord, quoi, et que ça déborde. Et si ça déborde, ben, tu en as plein partout, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est pas nickel. Ben, c'est à partir de ce moment-là où les gens, ne supportant plus une situation, font une démarche de connaissance d'eux ou d'amélioration. Sinon, on encaisse, on encaisse, on encaisse, ben, jusqu'à ce que ça déclenche une pathologie, puisque Ouais. le mental, c'est un peu la cocotte minute. Quand il n'y a pas une soupape de sécurité, il faut que ça passe quelque part. Ouais, Donc, tous ouais. les désagréments, toutes les souffrances, tout ce qu'on peut subir en maltraitance de soi ou maltraitance par les autres, ça sort quelque part. Et donc, ça sort en cancer d'un truc, en Ah, une maladie auto-immune très à la mode, maladie auto-immune. burn-out, tout ça. Ouais. Ouais, les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, spondylarthrite, enfin, tu vois, toutes ces maladies-là, il n'y en avait pas il y a 50 ans. Ouais. Elles sont pas. Ou même des choses plus anodines. Alors, je pense que je suis assez d'accord avec toi hein, sur cette idée à force de trop se désaligner intérieurement, il y a des manifestations corporelles qui vont venir, à mon sens, qui montent crescendo et qui vont de plus en plus loin, de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on les néglige et qu'on les repousse. Et par exemple, des premières manifestations, ça pourrait être de l'acné ou des choses comme ça, ou bien juste des maux de ventre, des maux de tête, des trucs comme ça. Mais accueillir ce message plutôt que d'aller tout de suite prendre des comprimés pour s'en délester, je suis d'accord avec toi, ce serait sans doute la meilleure chose à faire. Donc finalement, dans ce que tu nous dis, Jérôme, ce que j'entends, c'est aussi beaucoup
de prépondérance donnée aux apparences dans les interactions humaines qui font qu'on a du mal à se rencontrer, du mal à se connecter, du mal à, à s'accepter et à oser se montrer tel qu'on est aux autres. Il y a un peu de ça aussi dans ce que tu... Ben, je pense qu'il y a un mécanisme d'autoprotection naturelle Mhm. qui peut être le déni, Ouais. peut être une situation de rejet. Donc, on se rejette inconsciemment et on rejette l'autre. Mhm. On ne s'engage pas, on ne s'investit pas. Tu veux, on Ouais. consomme du ponctuel Mhm. sans responsabilité de ce qui va advenir. Et c'est encore une notion d'accepter la transformation. Quand Mm. on ne fait pas de démarche en psychothérapie ou en coaching, c'est qu'on a peur de la transformation de soi, puisqu'on rentre dans une zone inconnue. Et Ouais. donc, Ouais, on va tout à fait. préférer conserver la zone du connu, même si elle n'est Mm. pas forcément agréable. Et je vois bien dans des relations de couple où il n'y a plus d'échange, plus de communication, moi j'appelle ça les couples poivre et sel, où au restaurant, tiens, passe-moi le poivre, passe-moi le sel, et Ah ils oui. sortent leur Ou, portable. ou le portable maintenant. C'est très à Ouais, la mode aussi de voir des couples ensemble à table, chacun sur son portable, quoi. c'est hallucinant. Alors bon, ça Ouais. peut être ponctuellement pour trouver l'adresse de quelque chose dont on Oui, parle dans bien la sûr. conversation, mais quand ça dure, enfin, un repas qui dure 1 heure, ils sont une demi-heure sur leur portable, Ah oui, il n'y a plus de chacun le connexion. nez baissé sur l'écran, sans échange, tu vois, sans la communication visuelle, sans les touchés de main, sans ces Mm. petits regards qui sont complices et agréables. On les voit, les gens amoureux, hein, ça saute à la figure. Et les gens qui sont en errance de relation ou en bout de parcours de relation, ou dans l'inconvenance de la relation, mais il y en a 80%. C'est Ouais. complètement dingue. Tiens, Et, j'ai envie de te poser deux, trois questions aussi sur ça, puisque tu es aussi spécialisé dans les thérapies de couple. Euh, à quel stade tu penses dans une relation de couple que c'est irrécupérable? Est-ce que il y a un stade d'irrécupérabilité ou est-ce que même quand on est allé très loin dans la routine et dans le couple poivre et sel, il y a toujours un moment où on peut relancer la magie, entre guillemets, ou l'osmose? alors, bah, tout ça, c'est très particulier à chacun. Ouais, ok. C'est-à-dire que déjà, il va falloir évoquer la notion de rencontre adéquate. Mhm, Et quand on sort de chez ses parents à l'âge de 20 ans, il y a 3 éléments qui nous motivent. Il y a le premier, sortir de chez ses parents pour créer une relation de couple, puisqu'on duplique le modèle parental. Donc, mhm, on a besoin de s'expatrier pour mettre en œuvre ce que les parents ont fait auparavant. Donc, ça, c'est très boostant. Et souvent, on prend pas forcément celui qui convient vraiment, mais celui qui permet de se mettre en exercice de cette réalisation. Et c'est des relations qui durent en moyenne une vingtaine d'années. Il y a eu 3 enfants, 2 ou 3 enfants. Il y a eu la construction d'une maison, mhm. qui est quand même le deuxième élément moteur, et puis la construction d'une famille et la protection de la famille. Ça, c'est les objectifs quand on a 20 ans. Ouais. Quand on a 50 ans, parce que le célibat, il est très accentué entre 50 et 70 ans, euh, on a 25 à 30 ans de relation, on a les gamins qui sont élevés, on a la maison qui est construite. Sexuellement, on a fait le tour du proprio, hein. Ouais. Le sujet, il est facile à aborder, hein. On connaît tous les mêmes positions. Ce qui plaît chez l'autre, bon, ben, au bout de 20 ans, c'est bon, hein. On a peut-être envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour Mhm, s'épanouir autrement, découvrir autre chose. Et donc, quand on arrive sur cette période-là, il y a un besoin de curiosité. Et mhm, quand l'expression, c'est est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, ben, parfois oui, parfois non. Parce que il y a des couples qui ont expérimenté une durée de relation dans son maximum, ils sont allés au bout. Il y a des gens qui se sont un peu négligés en pensant que comme ils avaient signé un contrat de mariage, Penardos, il n'y a plus besoin de se remettre en question, ça file, ça filera jusqu'où ça pourra, on voit bien le résultat. Et il y a des gens qui sont vraiment faits pour être ensemble et pour rester ensemble. Tu vois, ouais, il y a au moins 3 catégories différentes. ouais.
pour répondre à ta question précisément, quand un couple est arrivé au bout, ben, c'est comme quand on est arrivé au bout d'un chemin. Tu vois, il y a la clairière, tu es arrivé au bout. Alors, soit tu fais demi-tour, ou soit tu continues, ou soit tu restes là. Et une relation, la plupart des relations, elles sont faites pour apprendre quelque chose de soi, pour expérimenter une rencontre dans la vie qui va faire ressurgir justement des peurs, des blessures. Et il y a cet effet miroir qu'on parle de plus en plus, qui s'appellerait plutôt un effet révélateur. C'est-à-dire que l'autre est le révélateur de ce qu'on est et de ce qu'on n'a pas réglé de nous. Et quand on rencontre quelqu'un vibratoirement, si on peut s'exprimer de cette manière-là, parce qu'on est composé d'atomes et de molécules, donc il y a 99,99% de vide. Tout le reste, c'est énergie, vibration. Donc, quelque part, on est la même chose. Et ce que je me suis rendu compte que les gens avaient du mal à comprendre ça, que toutes nos émotions, nos peurs, nos pensées, notre positivité, notre négativité, notre capacité à entreprendre, notre courage, tout ça, ça a une vibration en fait. Voilà. Et ces vibrations, elles viennent se connecter avec la vibration des autres. Et ça explique, puisque c'était un peu le sujet que tu voulais qu'on aborde, la notion d'âme sœur, d'âme jumelle. Ouais. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on rencontre une âme sœur avec qui le courant va passer tout seul, on a l'impression de se connaître, on se comprend, tout est fluide, tout est agréable, tout est plaisant, tout est jouissif, tu vois. Et pourquoi, dans d'autres relations, il faut sortir les rames, le moteur et la voile parce qu'il n'y a rien qui colle. Et voilà, dans une soirée, il y a une quinzaine de jours, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais déjà vu peut-être il y a 6 mois et je la vois sans son copain. Et elle me dit, bah, on est séparés depuis 6 mois, on a un peu fait de la cohabitation, mais c'est devenu tellement insupportable que voilà, il fallait absolument qu'on se sépare. Mais ça a duré 17 ans, c'est pas rien, 17 ans, quoi. Et je dis, ben, vous aviez l'air de bien vous entendre, tu vois, vous aviez l'air, l'apparence. Elle me dit, mais mon pauvre Jérôme, si tu savais, on n'a aucun point en commun, rien. Tu vois, et la fille, elle déballait un peu son erreur de casting, tu vois, son erreur de Son choix. amertume accumulée, mais Ouais. accumulée sur une certaine durée hein, quand même, parce que du coup, ça illustre bien le fait que parfois, on veut y croire, on veut à tout prix y croire, quoi, hein. On s'obstine un peu. Et justement, et ça laisse énormément de séquelles. Ouais. C'est-à-dire que quand on a mis en œuvre tout ce qu'on avait dans les tripes, quand on s'est adapté à l'autre, quand on a accepté parfois ce qui n'est même pas acceptable, quand on a toléré, quand on a supporté, quand on a été un peu trompé, quand on a subi le mensonge, quand on a subi un peu l'humiliation, tu vois, le manque d'attention, tout ça, ça crée une espèce de boule, tu vois, un peu comme un magma, quoi. Et les gens n'ont pas envie de se réempêtrer là-dedans, tu vois, une espèce de glaise où si c'est ça la relation, bah non, je préfère rester tout seul, quoi. Et Ouais. combien de fois les gens disent, enfin, c'est une expression que j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle est très résignante, mais vaut mieux être seul que mal accompagné, tu vois. Je trouve Ouais. ça nul comme expression parce que être seul, c'est accepter d'abandonner quelque part, c'est baisser les bras. Oui, Alors c'est qu'on vrai. on n'est pas fait pour Et, rester seul, on est fait pour et, rencontrer quelqu'un. ouais. Et j'ai même envie de compléter par rapport à cette expression, parce qu'en t'écoutant la prononcer, je me suis dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça sous-tend aussi l'idée que l'accompagnement dans nos vies, c'est surtout être en couple avec quelqu'un. Mais il y a tellement de manières d'avoir des belles relations autour de nous, de ressentir et de percevoir de l'amour, que, il ne s'agit pas seulement d'avoir quelqu'un avec qui partager notre vie au quotidien, mais aussi d'avoir des relations riches et épanouissantes de par ailleurs aussi, tu vois. Oui, alors souvent c'est une alternative, on va dire, de réconfort. C'est-à-dire, Ouais. on me dit oui, mais bon, si on s'entend pas avec quelqu'un ou que c'est pas la bonne personne, bah autant avoir de bons amis et Oui. puis partir quand même en vacances, se faire des week-ends, aller au restaurant, ben, pourquoi pas. Mais Oui. j'ai l'impression que c'est une solution d'attente. C'est comme il n'y a Ah, pas mieux, on se ouais. contente de ça. Mais sincèrement, je veux dire, quand on parle de nos organes, tu vois, Ouais. la peau, Mmh. c'est le plus gros organe du corps. C'est 7 kilos, c'est la plus grande surface. Et cette peau,
elle n'est pas là pour rien. Alors, elle protège notre corps, c'est sûr, mais elle est là pour s'exprimer, pour donner, pour recevoir. Et si on a des mains, c'est pas que pour prendre des objets, c'est aussi pour toucher l'autre, c'est pour caresser l'autre. Et il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone du plaisir, l'hormone du toucher, l'hormone de l'amour. Et le toucher transmet de l'émotion, transmet ce que l'autre a à donner, Mhm. bien que ton partenaire reçoit et redonne, tu vois. C'est ça la relation. Une relation, c'est un échange. Et il n'y a pas que Ouais, l'échange verbal, il y a l'échange tactile. Et ça, c'est nourrissant. ouais, bien sûr. Et on peut faire l'aparté avec notre nourriture alimentaire, qui est de Mhm. plus en plus carencée, ce qui fait Oui. qu'on est de plus en plus mal en point, d'où ces maladies auto-immunes, ces problèmes tu vois, d'immunité naturelle, de bien-être aussi mental. En fait, Et tout ça, c'est relié. Mais si voilà, on... des carences affectives aussi, c'est ça que tu veux nous Voilà, dire. c'est ça que je voulais dire, c'est que les Ouais, carences alimentaires, c'est une chose, mais ça vient se corréler avec les carences affectives et ça fait un double manque. ouais, Et quand on dit oh bah vaut mieux être seul que mal accompagné, ça veut dire on appuie encore un peu plus sur le bouton du désagrément, mais ouais. tout en essayant de se trouver des excuses. Et on rentre encore dans la notion d'excuse pour ne pas faire. Mhm. Parce que derrière, il y a une relation de 20 ans qui a été merdique, parce qu'on craint de revivre la même chose, puisqu'on C'est on ça, sait ouais. très bien qu'on duplique. Hein. Tout ce qu'on n'a pas Ouais. compris, on le remet en scène. C'est ça. Et en même temps, tant qu'on ne le remet pas en scène, on ne comprend pas, donc on ne peut pas ajuster. Donc, faire les bons ajustements aussi, ça passe aussi par accepter de potentiellement revivre ces souffrances et d'enfin comprendre. Ouais. C'est super riche ce que tu nous partages, Jérôme. J'ai envie forcément de t'interroger sur la notion de âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Tout ça, c'est des choses qui me sont assez étrangères, peut-être pour les personnes qui regardent cette vidéo aussi. Euh, je sais qu'on en a rapidement parlé, toi et moi déjà en préparation de cette interview. Je t'avais livré un petit peu mon ressentiment sur, tu sais, la théorie de Platon, les âmes séparées à la naissance. Tu sais, que, soi-disant, on était une boule avec quatre bras, quatre jambes, deux têtes, séparées à la naissance, et que toute notre vie, on devrait retrouver cette part de nous qui nous manque pour enfin nous sentir complets. Moi, je ne suis pas vraiment fan de ce genre de théorie de la recherche de complétude par l'interaction à l'autre. Donc, du coup, je t'avoue que j'ai un peu une réticence naturelle à cette idée d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Cela dit, je veux bien qu'on en parle un petit peu, que tu nous expliques, si possible, de quoi il s'agit, quelle est la distinction entre les trois. Et puis, j'ai aussi une autre question, pardon, j'ai des tas de questions là-dessus qui me viennent. Une fois qu'on est dans ces relations un peu symbiotiques où tout semble simple et naturel, spontané, comment faire la différence entre une relation qui est vraiment saine, qui est vraiment fluide, et une relation où finalement c'est juste l'autre face à nous qui est en train de pleinement s'adapter à nous en taisant un petit peu tous ses besoins à lui pour faire en sorte que la relation elle marche à tout prix, tu vois. Alors, Trop de questions, pardon. il y a plusieurs choses. Donc, on va aborder la différence entre l'âme sœur, Ouais, l'âme jumelle, la ouais, flamme jumelle. ok. Souvent, par les thérapeutes un peu spécialisés dans ce domaine flamme jumelle, on, on- on confond l'âme jumelle avec flamme jumelle, ou alors on les associe. Moi, de ce que j'ai pu observer, constater et vivre aussi, hein, je suis quasi persuadé qu'il y a ces trois notions-là, qui sont toutes les trois différentes. Donc, on va les Ok. aborder chronologiquement. Et après, concernant ton autre question, euh, beaucoup de gens s'adaptent pour convenir. Mhm. Et tout le problème qui ressort de ça, c'est un empêchement à la sincérité, à l'authenticité, à rester ce que l'on est. euh, Parce que c'est être honnête avec soi-même de rester ce que l'on est, si on Mhm. considère qu'on est quelqu'un de bien. Si on est Oui. quelqu'un de moins bien, ben on a le droit de changer ce qui est moins bien pour être un peu mieux, c'est pas interdit, Mhm. pas forcément évident à faire, puisqu'on est matricé de nos parents. Donc si on a des Mhm. parents voilà, qui ont un comportement, je sais pas, très militaire ou basé sur la religion ou sur les tabous, enfin bref, ben on hérite de ça, donc il faut s'en libérer, c'est pas rien. Ouais. Euh, Parce qu'on on ne duplique et on ne s'inspire que de ce qu'on connaît, pas de l'inconnu.
Donc, aller dans l'inconnu, transformer ce qui ne convient pas de soi, c'est une démarche qui n'est pas évidente et c'est la démarche de la thérapie, du coaching. Et c'est pour ça que peu de gens le font. Beaucoup devraient le faire, mais très peu le font. Ouais. Et par facilité, on a tendance à s'adapter à quelqu'un pour convenir, pour éviter de changer, pour éviter l'échec. Mhm. Ça, c'est une sacrée problématique dans les rencontres, et ce qui montre que ça ne dure que quelques temps, que Ouais. le temps de la capacité à s'adapter. Que le temps où on arrive à supporter le masque, Hum, jusqu'à un moment où le masque il commence à fissurer, on commence à voir à travers et que finalement, tout hum. n'était pas si beau et si rose que ça, quoi. Voilà. Et cette évidence-là, elle est dure à voir, parce que Mhm. ça montre que la personne, elle n'a pas été dans l'authenticité, qu'elle s'est voilée un peu la face, qu'elle s'est adaptée pour faire plaisir à l'autre, et quelque part, elle a enlevé une partie d'elle-même dans son besoin de bonté et de réceptivité. Tu vois, Mhm. c'est certainement frustrant et puis pas très réjouissant de se dire bah, j'ai perdu 17 ans de ma vie ou 20 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne me convenait pas. Enfin, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de déballer comme ça sur la place publique dont on est fier. Bien sûr. Mais si ça s'est produit comme ça, c'est qu'il y a aussi quelque chose à comprendre. Tout n'est pas acheté à la poubelle. La rencontre inadaptée représente quelque chose qu'on doit comprendre de soi. Tu vois, pourquoi on n'a pas été assez courageux, assez audacieux, pourquoi on n'a pas vu le loup Mhm. suffisamment tôt, pourquoi on a accepté, pourquoi on a été soumis, pourquoi on a été en position de victime, pourquoi on a Mhm. fait l'infirmière, etc. Il y a plein de choses à comprendre de ça. Et si on ne comprend pas, ben, la relation suivante va être la même, de Ouais. manière à comprendre. Et c'est ça que les gens ont peur, c'est qu'inconsciemment, De revivre. parce que tu vois, la différence entre le cerveau gauche et droite, c'est le cerveau gauche, c'est l'apprentissage, la répétition, l'adaptation à la vie, mais par l'expérience. Et le cerveau droit, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est connaissance universelle, mais on n'a pas accès. On Mhm. a accès enfin, au plus pratique, c'est le cerveau gauche, tu vois. Euh, le problème dans ces relations-là, c'est que on est aussi influencé par une société qui court de plus en plus vite et qui nous propose de l'accès immédiat à tout. Mhm. Et donc, la problématique de la relation homme-femme, enfin, ou homme-homme si on est homosexuel ou femme-femme, peu importe, hein, puisque dans les deux, il faut qu'il y ait du masculin et du féminin. On pourra Mhm. essayer d'en parler si on n'oublie pas cette importance de l'équilibre intérieur de ce couple masculin-féminin. Tu vois, c'est hyper important pour être bien dans son couple extérieur, dans le masculin-féminin. Et quand deux masculins se rencontrent, ça fait un couple de On dualité. a trop de choses à se dire, Jérôme, c'est fou. Je crois qu'on se fera un round two un jour de cet entretien, parce que du coup, on est parti dans la réponse et on n'a toujours pas parlé d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, tout ça. Mais Euh, c'est tu peux nous en... important, Guillaume, Ouais, que je puisse te dire que euh, vas-y. on s'adapte à des relations Oui, inconvenantes oui. et pas forcément pour la mauvaise cause, parce que dedans, il y a un message. Ouais, il y a un enseignement, ouais. Il y a une situation peut-être inconvenante, mais Mhm, qui dit quelque chose de soi. mhm, Elles nous disent qu'on doit changer pour rencontrer enfin quelqu'un qui nous convient. Et quelqu'un qui nous convient, c'est déjà, il faut élaborer le fait qu'il y a 11 éléments qui rentrent en ligne de compte dans une relation. 11, dont le physique. ok. Et je vais faire un aparté là-dessus, c'est hyper important. Le physique, imagine 11 éléments, ça représente 9% de chacun, d'accord? Ok. Le physique, qui est l'attrait du visuel, qui est celui qui déclenche le désir, l'envie de se reproduire quelque part. Parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de reproduction. Et que la Mhm, base humaine, elle est là. Représente 80% de l'attrait pour quelqu'un, à peu près. On ok. rentre encore dans la loi de Pareto, les 80-20, elle est partout cette loi, quoi. Des fois, elle m'agace parce que je me dis, mais comment il a été trouvé ce truc, ce gars-là, quoi, tu vois. Mhm. Un beau matin, le gars, il a décidé, oh, c'est 80-20, oh, super. Ouais, par de l'observation, c'était de l'empirisme. Partout autour de lui, il observait ça, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'on était aussi dans les 80-20. Et les 10 autres éléments, qui sont le côté physiologique, tu vois, Mhm, les phéromones,
le rythme cardiaque, le rythme de sommeil, tout ça. C'est hyper important. Mais on n'a pas accès. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas palpable. Oui, c'est pas quelque chose que tu vois tout de suite. Voilà. Il y a le côté génétique qui Mm. fait qu'on est compatible ou pas. Ce n'est pas palpable non plus, mais ça joue. Il y a le côté énergétique, ce que la personne dégage dans son dynamisme, dans son regard, dans sa capacité à entreprendre, etc. Tu as la partie également sémantique, c'est-à-dire le sens des mots pour la communication. Si on n'a pas la même éducation, le même sens des mots, on a du mal à se comprendre. D'accord? Tu as la partie psychique, notre raisonnement, comment on réfléchit, tu vois, comment on dispose les idées. Tu as ensuite, alors ça fonctionne, hein, ça se termine en hic, donc c'est facile à retenir, tu vois. C'est comme ça que je les ai classés. Ok. Voilà. 600 hic, dont le 600. physique. Ok. D'accord? Il Voilà. nous en manque un du coup en hic là, non? Il y a un hic dans les hic, non? Alors attends, physique, physique, euh, psychique, Ouais. biologique, génétique, énergétique, sémantique, 6. Ah, 6, ok, c'est bon, on les a là. Ensuite, tu en as 5 qui se terminent en UL. Ok, Sexuel, ok. indispensable. Tu en as un Ouais. qui a besoin toutes les semaines, puis l'autre une fois par mois. Ça pose quand même très rapidement un problème, puisqu'on va quémander et l'autre va faire en sorte de ne pas donner ou de se donner en faisant plaisir. Donc, tu vois, hop, décalage, Ouais. Ouais. frustration, enfin bref. Tu as la partie émotionnelle, la sensibilité, comment on réagit devant une situation dramatique. S'il y en a un qui se marre, puis l'autre qui pleure, ça ne peut pas le faire très rapidement. Mhm. Tu as la partie intellectuelle, nos connaissances, nos sujets de conversation. Mhm. Tu as la partie sensuelle, le toucher, le tactile, si on se prend la main, les préliminaires, tu vois, comment on donne du Ok. plaisir à l'autre, etc. Et puis, une dernière que je mets en dernier, qui est hyper importante, que je pourrais même peut-être mettre en premier avant le sexuel, qui est le spirituel. Le Ah. spirituel, c'est justement, c'est pour ça qu'on en arrive à ce sujet et que je voulais te faire ce petit pont. Préambule. Ouais. Voilà. Que cette partie spirituelle, c'est justement la notion d'âme sœur, d'âme jumelle, tu vois. Alors, c'est pas le côté religieux, parce que pour la petite plaisanterie, il y a 15 ans, l'âme, pour moi, c'était un sujet complètement comme si c'était du chinois. Mhm. Ce qui fait que âme sœur, âme jumelle, tout ça, à part l'expression populaire de l'âme sœur, ça me parlait pas. Et en Ouais. plus, athée agnostique, tu vois, de base. Donc, Ok. lié à aucune religion. Donc, pour moi, ça a été vraiment une découverte assez étonnante. Et c'est pour ça que je me suis dit, on peut tous changer, on peut tous évoluer, on peut même complètement changer d'opinion. Et il y a aussi cette difficulté-là dans la relation, c'est vouloir toujours avoir raison. Ça, c'est un Mhm. énorme problème dans une relation. Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas que l'autre puisse avoir raison? Pourquoi est-ce qu'on a cet entêtement à défendre nos opinions? Alors que ce soit pendant la période Covid, ça a été terrible, hein. Hmm. Tu sais, les Ah oui. vaccins Les débats anti-vax, marqués comme ça, où il y a pas de nuance, c'est compliqué. Ouais. ça a fait des dégâts, hein. Et partout, dans des tas de domaines, les gens insistent jusqu'à devenir désagréables, voire insultants, parce qu'ils veulent défendre leur façon de penser ou leurs arguments. Mais moi, je trouve très enrichissant quand on a quelqu'un en face de soi. Il faut que ce soit fondé, évidemment, hein. Si Hmm. c'est pas la peine. Mais quelqu'un qui pense autrement, qui te dit, bah non, tiens, pour moi, ça veut dire ça, pour moi, c'est plutôt ceci. C'est hyper intéressant. Et c'est ça qui crée l'échange. C'est accepter la différence, parce qu'on ne peut pas être identique Hmm. tout en n'ayant pas trop de différence. Et c'est Sinon, comme ça qu'on grandit finalement, oui, en s'exposant à des idées contraires, en acceptant, quoi, en rentrant pas dans une bataille d'ego où il faut à tout prix prouver qu'on a raison pour se sentir exister, quoi. voilà. Et cette subtilité à comprendre l'autre, à être ouvert à l'autre, tout en se remettant en question, parce que pourquoi on aurait raison? C'est quoi cette théorie que chacun aurait raison? Tu vois, c'est Hmm. débile. Hmm. Et accepter que l'autre puisse avoir mieux réfléchi, puisse être plus qualifié sur un sujet, et puis dire, tiens, après tout, ouais, tu as raison, je vais penser comme toi, ou je vais adhérer à ton idée. C'est déjà respecter l'autre, d'une part, se respecter soi dans sa capacité à échanger et à écouter, et Mhm. c'est un peu
enfin, comment dire, c'est se marier à l'autre, tu vois. Euh, c'est l'accepter dans ce qu'il est, c'est accepter soi d'être un peu l'autre. Mhm. Et c'est ça qui crée une relation un peu plus fusionnelle, un peu plus complice. Et il y a 4 éléments que je voudrais te citer avant qu'on parle de l'âme sœur, parce que je risque d'oublier après. Euh, Ouais. moi, j'appelle ça les 4 C. Mhm. Tu vois, l'exemple d'une chaise, ça a 4 pieds. Je ne vais pas appeler les 4 P, parce que bon, il y en a, tu vois. Ouais. Les 4 C, c'est la confiance, Ouais. la communication, J'étais sûr qu'il allait venir, celui-là. la complicité et la complémentarité. Et Ok. comme une chaise, si tu lui enlèves un pied, elle va quand même tenir. Ouais. Tu lui enlèves 2 pieds, plouc, elle se casse Ouais. la lunette. Et pareil dans une relation. Si tu enlèves 2 C des 4, la relation ne tient pas. Elle Ouais. va tenir artificiellement, voilà, pendant un laps de temps. Mais ça va être des efforts, ça va être, tu vois, ça va ramer. Il va falloir Mhm. mettre de l'énergie pour faire durer. Et là, c'est très inconfortable et c'est à la fois déstabilisant, mais c'est aussi impactant dans le sens de la nourriture et du bien-être. Les gens, ils savent que quelque chose ne va pas. Tu vois, comme reprendre la fille, 17 ans, on n'avait rien en commun. On dit, bah, attends, mais comment c'est possible, quoi? Ouais, mais Mhm. physiquement, on se plaisait, tu vois. Ben, on en revient Ouais. à ça. Donc, 80% physiquement, on se plaisait. Et eux, mais les 10 autres éléments, parce que je lui en ai parlé justement, elle Ouais. me dit non, mais on n'avait rien de ça. Les Ouais. 10, rien. Ça Ah. a duré 17 ans. C'est à quel point les gens, mais ils rament, tu Ouais. vois, pour essayer de faire durer une relation. Parce que dans la famille, personne n'a divorcé, parce Ouais, que voilà. bah, on a une maison en commun, parce qu'on a des crédits, parce qu'on a des gosses, parce que bah, qu'est-ce que vont penser la famille, les parents. Mais merde, c'est ta vie ou tu fais ça pour faire plaisir à la société? Enfin, tu vois, C'est il est là. fou comme on rentre dans la complaisance, hein. On se complaît dans une situation qui n'est pas pleinement épanouissante, alors que finalement, la relation à l'autre, ça devrait être sa principale finalité, de grandir ensemble, de s'épanouir, d'avancer sur son chemin, d'avoir l'impression de progresser dans sa réflexion, et pas seulement d'avoir un certain confort dans lequel on se complaît, quoi. Et voilà, et je pense que c'est toute la problématique de l'être humain, c'est Mm, ne pas être assez authentique avec soi, tu mm, vois, de voiler la face avec différents éléments, différents facteurs, différents artifices et différentes excuses, puisqu'on revient au sujet du début, oh, ouais. bah, j'ai autre chose à faire, j'oublie. Bah ouais, mais si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un qui te convient, bah faut peut-être un peu, tu vois, au moins venir. Ça, c'est Mm. déjà un minimum. Mais Avec j'ai l'impression aussi, je sais pas comment toi tu perçois les choses, mais avec cette notion aussi d'entretenir son auto-aveuglement par une vie à 100 à l'heure, une vie bien remplie, des activités dans tous les sens, des distractions, parfois des addictions aussi, tout ce qui t'empêche finalement de regarder à l'intérieur de toi-même et de voir à quel point tu ne te sens pas aligné avec ce que tu vis et à quel point il faudrait que des choses changent. Non? et oui, tout à fait. Tu vois, une addiction, en fait, c'est remplir du vide. Ouais, C'est parce qu'on a une vie pas satisfaisante qu'on va tomber dans quelque chose qui va remplir les manques. Donc, ouais, ça va être addiction au jeu d'argent, addiction à la sexualité, l'addiction au porno, mm, l'addiction au grignotage, mm, la cigarette, l'alcool, etc. Tout ça, ce sont des addictions. mm, Il y a des gens, c'est là on se rend compte à quel stade on est un peu tordu. Il y a des gens qui préfèrent continuer à picoler et perdre la relation. Et des ouais, gens qui préfèrent continuer à fumer et perdre la relation. S'il y en a un qui fume et un qui fume pas dans une relation, c'est pas évident parce que le mm, non-fumeur, il a une hygiène de vie, il a une conscience que bah il y a 5000 produits, je crois, 4000 produits chimiques dans une ouais, cigarette. Tu as une personne sur deux qui s'en sort. Ça veut dire que c'est la roulette russe, hein. mm. Tu mets 3 balles dans un C'est machin, ça. puis pof, ah tiens, ça va, je suis en vie. Pof, ah, merde, je suis mort. Bah voilà. Et Jérôme, avec tout ça, on n'a toujours pas parlé d'âme sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle. On a fait un teaser de feu là, de 25 minutes à nos spectateurs, mais on n'en est toujours pas à âme jumelle, flamme jumelle et âme On y vient. sœur. On y vient. Parce que c'est un sujet à la fois complexe, Mm, à la fois intéressant et de ce fait important. ouais, Et on met tout ce qui est important, c'est après.
On parle avant de choses et d'autres, puis on Ouais. arrive sur le sujet brûlant, voilà. Et ça maintient aussi un suspense quelque part, quoi. Tu sais, une envie de se dire, ah, qu'est-ce qu'il va nous raconter là-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'il va Je nous vois, je sortir vois. de nouveau? Bon, Stratège. je prétends pas détenir une formule, tu vois, exceptionnelle. J'ai juste observé et j'ai vécu la situation. Donc, j'ai les deux qui s'imbriquent. Euh, et parce que je l'ai vécu, je l'ai observé, mais parce que je suis quelqu'un de curieux et qui m'intéresse aux relations humaines, je me suis questionné sur ce sujet-là. L'âme sœur, Ouais, à quoi on reconnaît déjà une de... Alors, peu importe laquelle des trois, mais à quoi on reconnaît cette relation symbiotique? C'est quoi les indices qui peuvent nous montrer qu'on est dans une de ces trois relations? alors, déjà au préalable, une âme sœur, pour comprendre, Oui. c'est un peu une relation qu'on peut avoir dans une famille avec un frère ou une sœur. Tu vois, en fonction de la proximité d'âge et en fonction du sexe aussi et de la complémentarité qu'on a. Mhm. Euh, Avec une sœur, pour reprendre la même expression, on est censé être assez proche, se comprendre, se compléter, se rendre service, tu vois, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de garantie de durée, il n'y a pas de garantie d'entente, et un événement peut très bien faire disjoncter la complicité et nous éloigner d'un frère ou d'une sœur. Tu Mhm. vois, un héritage, un mensonge, une trahison, une tromperie, etc. OK. Dans la notion de rencontre d'âme-sœur, c'est un peu l'équivalent, sauf que c'est à l'échelle de l'âme, c'est pas à l'échelle du visuel. Euh, OK. une âme-sœur, c'est... alors, on va imaginer que quand on rencontre quelqu'un, c'est pas deux physiques qui se rencontrent. Le physique, il est matérialisé par le visuel. Hmm. Mais si on imagine qu'on a une âme qui s'est incarnée un jour dans un corps, on est obligé d'accepter les deux phénomènes. OK. Le corps Et mobile. donc, tu dis, c'est pas une rencontre de visuel de corps, c'est plutôt une rencontre d'âme, alors, d'âme à âme. Alors, une âme sœur, c'est une rencontre d'âme à âme. OK. C'est une rencontre d'âme qui doit se produire dans ta famille d'âme. OK. C'est ça que je fais le comparatif avec la famille frères et sœurs qu'on a connue dans nos familles. Euh, et donc, ces âmes-là, dans la mesure où elles se connaissent, qu'elles se sont déjà fréquentées dans une vie antérieure, dans une autre famille d'âme, en fait, c'est une continuité familiale d'âme. Et, OK. et ça va évidemment faciliter la rencontre. C'est plus facile qu'avec un voisin, tu vois, Mhm. ou un cousin. Alors, une rencontre d'âme-sœur, c'est on se connaît déjà, D'accord. on a des goûts en commun, on a un mécanisme, tu vois, qui s'adapte à l'autre facilement, on a une complicité, on est un peu complémentaires, comme un frère et sœur qui se rendent service, tu vois. On est OK. complémentaires. Il y en a un qui va être doué dans tel domaine, l'autre un peu moins. Enfin, tu vois, on apprend l'un de l'autre. Et la rencontre d'âme-sœur, c'est une rencontre plaisante où il y a cette impression assez rapide de connaître l'autre. D'accord. Dans le regard, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le toucher, tu vois, il n'y a pas de réticence. Il y a une attirance. On sent quelque chose de fluide qui se met en place. Quelque OK. chose de naturel, d'agréable et de plaisant. Et ces relations d'âme-sœur, elles ont une durée de vie beaucoup plus certaine qu'une rencontre banale, traditionnelle, mais qui explique aussi quelque chose dans la rencontre. Même une rencontre d'une semaine, elle a une explication, elle a un sens. Mhm. Si elle ne dure pas, c'est qu'il y a une anomalie, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui merdouille, quoi. Mais c'est quand même enseignant. Pourquoi on a rencontré Ouais. quelqu'un juste une semaine? Pourquoi ça s'arrête? Si on ne prend pas la conclusion de ça, bah, on va refaire la même connerie. Et il y a des gens qui rencontrent, enfin, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ça fait, tu vois, 20 ans qu'il est sur les sites, il n'a jamais trouvé de relation durable. C'est-à-dire OK. qu'il publie à chaque fois la courte relation sans comprendre qu'est-ce qu'il va faire qui sera en longévité, en harmonie avec quelqu'un. Tu vois. Hmm. Et la relation d'âme-sœur, c'est vraiment quelque chose de très complice, de très agréable, de nourrissant et d'apaisant. Voilà OK. comment on pourrait le qualifier. Ce qui veut dire que l'étape de l'intimité, bah, elle se fait toute seule. Euh, Naturellement, ouais, c'est voilà. simple et spontané.
Pour citer mon exemple, mon âme sœur, qui est mon avant-dernière relation, qui a duré 3 ans, mais quand on a couché ensemble la première fois, franchement, je me disais, mais attends, j'ai déjà fait, quoi. Tu Ah, vois, waouh. c'est Ok. étrange. Euh, L'impression déjà vue, quoi. ouais, et d'aisance. Tu vois, on a tous un Ouais. peu les couettes, il faut quand même reconnaître. Ah, bah, la première fois, c'est sûr, hein. T'as un Ouais. corps nouveau, pof, les seins sont pas les mêmes, les fesses non plus. Enfin bref, voilà. Je veux Hmm. pas être, mais on sait tous que c'est pas évident. Hmm. Puis comment l'autre est à l'aise, est-ce qu'il y a des tabous, est-ce qu'il y a des choses qu'il aime pas. Il y a un temps de connaissance qui est nécessaire et la première fois, c'est généralement pas extraordinaire. Des fois même la deuxième, la troisième. Puis il y a Hmm. cette petite habitude qui fait qu'à un moment donné, ça devient un peu plus croisiériste, quoi. Mais au départ, on a un peu Oui, les il y a boules. un temps de s'habituer à l'autre. Ouais. Ben là, même pas d'appréhension, tu vois, pas de réticence, pas d'embarras. Hmm. Nickel chrome, quoi. Mais nickel chrome, au point que ça puisse durer des heures, d'oublier d'aller manger, le lendemain matin, prendre le petit déjeuner à la limite, tu vois, parce que c'était dans un hôtel, pour Ah justement. oui. Et, ce qui est très important, justement, je fais cette parenthèse-là, première relation, aller en terrain neutre, c'est-à-dire Ouais. ne pas emmener chez soi, que ce soit l'homme ou la femme, parce que chez Pour soi, la il y a première interaction, tu veux dire. la Ouais. première relation, la première nuit passée ensemble, ou les deux, trois, enfin bref, hein, on a pu Ah, trouver un lieu complètement neutre et inconnu pour les deux. Parce que les deux sont un peu à égalité. mhm. Si la nana, elle invite le mec chez elle, ou inversement, le mec, voilà, eh bien, la personne, elle a ses habitudes. Donc, D'accord. elle a couché avec un autre, ou il a couché avec une autre. Ah, Donc, il y a des énergies qui sont là. Et ah, la j'avais jamais entendu ça, Jérôme. Ok. Bah, écoute, tant mieux si je te fais un scoop. Ok. C'est hyper important. Et cette relation que j'ai vécue, et je remercie cette personne voilà, que j'ai beaucoup aimée et qui m'a beaucoup aimé aussi, je sais. C'est agréable de le savoir, hein, puisqu'il y a Ouais. aussi beaucoup de gens, parce qu'en thérapie, j'ai toutes sortes de situations. Et dernièrement, j'avais une personne qui me disait, ben, j'ai l'impression de n'avoir jamais été aimé. Et elle mettait en scène des situations où ben, on l'aimerait jamais, quoi. Ok. Elle continuait de reproduire une conviction personnelle qui venait du père. Ok. Le Dès rapport du l'enfance, père quoi. à la petite fille, pour Hmm. le dire, c'est le modèle qui va attirer la femme vers tel type d'homme, ou le contre-modèle. Ouais. Ok. Dans le modèle, s'il n'y a pas eu d'affection, de démonstration, s'il n'y a pas eu je t'aime ma chérie, s'il n'y a pas eu des jeux partagés, etc., eh ben, la personne, elle va mettre en scène, quand même globalement, hein, même s'il y a toujours des cas différents, la même situation. Ce ne sera pas physiquement la même personne, mais ce sera les mêmes caractéristiques comportementales avec les mêmes anomalies qui ont été Hmm. carencées. Tu vois, elle va mettre en scène inconsciemment ce qu'elle n'a pas reçu pour rester dans ce qu'elle connaît. Ouais. Ça, j'ai déjà entendu. C'est le besoin de familiarité plus que le besoin affectif, finalement. Parce que j'aime bien cette théorie. Elle consiste à dire finalement que la première situation dans laquelle on a ressenti de l'affection et de l'amour dans notre vie, c'est quand on était enfant. Et donc, on a associé la présence de l'affection et de l'amour avec cette situation particulière dans l'interaction avec notre parent le plus proche. Hmm. Et donc, on va rechercher ça un peu parce qu'inconsciemment, on associe ça à l'amour, quoi. Oui, oui. Et pour expliquer le phénomène d'une manière assez simple, mais qui des fois nécessite de réécouter la phrase 2 fois, Ouais. si on prend le cas d'une femme, par exemple, eh bien, elle aimera et elle sera aimée par un homme comme elle a été aimée et comme elle a aimé son père, OK. à peu près. Il y a toujours des cas particuliers. Il y a toujours aussi des choses cachées. Alors, s'il y a eu de la maltraitance, de l'inceste, abus sexuels, etc., ça change la donne. Bien sûr. Et pour un petit garçon, comme toi ou moi, que nous Mm. avons été, la manière dont notre mère nous a aimés et comment on l'a aimé Mm. va déterminer comment on va choisir une femme, comment on l'aimera et comment on sera aimé de cette femme. Ça détermine énormément ça conditionne en fait, quoi. Voilà. Parce que c'est le premier modèle d'amour, alors asexué, heureusement, Mhm. qui
il nous sert en fait d'exemplarité inconscient Ouais. dans nos De attirances. fondation, quoi. Et quand on me dit bah, l'attirance pour quelqu'un, on ne sait pas d'où ça vient, enfin, bah, si, il y a des moments, je dis, je suis désolé, hein, je dis, tu me racontes un peu, enfin voilà, on fait 1 ou 2 séances de thérapie. Moi, je peux te dire précisément quel type d'homme va te plaire. Je dis, on peut se balader dans la rue, je vais te dire, tiens, ben, celui-là, il te plaît, celui-ci, celui-là te plaît pas du tout. Je suis sûr de mes billes. Hein. Et c'est pas de Ah, la waouh. prétention ni de l'orgueil. Hein. C'est vraiment très facile, enfin très facile, pas tant que ça, mais c'est pas si compliqué à déterminer. Faut Tu un peu vois, d'intuitif, quoi. Ouais. ce que les femmes appellent mon type d'homme. Tu vois, c'est pas Ouais. mon type d'homme, c'est pas mon genre d'homme. Et quand Ouais. elles disent ça, en fait, c'est la reliance de la mémoire du rapport au père Hmm. qui crée cette espèce d'enfermement dans un schéma, une modélisation. Je dis, mais attends, c'est pas ton type d'homme. Mais si le mec, il est gentil, généreux, entreprenant, drôle, enfin surprenant, etc. Et puis qu'il a plein de qualités que tu vois pas visuellement parce que c'est pas ton type visuellement. Tu dis, mais t'en fais quoi de ce gars-là? Tu le jettes à la poubelle? Je dis, mais tu vas passer à côté d'une belle histoire. Oui, mais bon, c'est pas mon type. Ah, tu es d'accord. Bah écoute, basta. J'ai go, tu vois, go, go. Et je pense qu'on passe à côté de beaucoup, beaucoup de relations qui pourraient nous convenir énormément. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, merci pour ces derniers commentaires. Ça me permet de faire la passerelle avec, pour recoller avec nos idées d'âme sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle. Parce que souvent, dans ces concepts-là, il y a cette notion d'unicité de la personne en question. Comme si il y avait sur cette terre qu'une unique personne avec qui on pouvait être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout ça. C'est pas le cas, hein, tu me confirmes, dans la définition de ces concepts-là. On va reprendre la comparaison avec une famille. Mm. C'est beaucoup plus simple pour comprendre. Dans une famille, tu peux être enfant unique, mais tu peux avoir 3 ou 4 frères et sœurs, comme tu peux en avoir 10. Mm. Dans la rencontre d'âme, c'est un peu la même chose. Tu peux rencontrer une âme sœur, c'est tout. Mm. Tu peux en rencontrer 3 ou 4, comme tu peux en rencontrer 7 ou 8. Ça Mm. dépend aussi de notre entrepreneuriat dans la relation de couple. Oui, Où est placé notre désir de sexualité, nos besoins, ce qu'on a envie, si on est séducteur ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Et une âme jumelle, c'est-à-dire un jumeau dans une famille, c'est mhm. rare que tu aies 2 paires de jumeaux dans la même famille, enfin, père-mère. C'est quand même très rare, Ah, tu vois. d'accord. C'est pour bien comprendre le phénomène. Tu vois, bah, ma dernière cliente, en l'occurrence, pour reciter l'exemple précisément, il y a 3 frères et sœurs, d'accord, Oui. dont elle qui est dedans. Et puis, 16 ans après, les parents ont eu des jumelles. Ah, Hein. ok. Et je ne connais pas de famille, peut-être que ça existe, hein, puisque tout existe dans la nature humaine, je ne connais pas de famille où il y a eu à 2 reprises des jumeaux dans la même, comment dire, dans le même couple. Voilà. Ok. Ah, si le couple change, c'est-à-dire que c'est une reconstitution de Ah oui, relation, oui, oui, bien sûr. pourquoi pas? Ouais. Ça se produit, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même famille. Mais dans une famille, tu as quelques frères et sœurs et tu as éventuellement des jumeaux. Mais éventuellement, c'est rare, c'est pas fréquent d'avoir des jumeaux dans une famille, ça reste quand même assez exceptionnel. Et donc, dans l'âme jumelle, c'est le même principe. C'est-à-dire, imaginons que ce soit une famille d'âmes, tu vas rencontrer une seule fois ton âme jumelle. Ah, donc c'est quelque chose Certains, qui est plus rare que âme sœur c'est dans ce très niveau de rare, définition-là. Ok. très très rare, et c'est tellement rare que peu de personnes le vivent. Ok. Ou peu de personnes vont le définir tel quel. Ok. Mais Tu alors, vois. ça se manifeste comment, ça, ce concept de d'âme jumelle plutôt qu'âme sœur, alors? Alors, à la différence de âme sœur, il n'y a pas une énorme différence, mais quand même, puisque j'ai vécu les deux, hein, Ouais. j'ai vécu une relation que je qualifie d'âme jumelle, mais que mon ex-compagne ne qualifie pas de la même manière, parce que quand on rentrera dans la technicité de ce que c'est que flamme jumelle,
je t'expliquerai comment est le comportement de l'autre, qui est le fuyant, et Ouais. qui nie complètement la force de la relation. Et pourtant, ça a été la cause de son départ. C'est pour ça que ça devient très compliqué et que je les prends chronologiquement. Ok. Âme sœur, c'est facile à comprendre. Âme jumelle, c'est un peu plus compliqué, mais on comprend. Flamme jumelle, on ne comprend plus rien du tout, parce que tout le monde a sa version. C'est beaucoup plus difficile à atteindre. C'est très complexe, c'est très rare. Et tout le monde a son mot à dire, et c'est tout et n'importe quoi. Alors, je ne Ouais. détiens pas la vérité sur le sujet, parce que j'ai découvert ça il y a peu de temps, parce que cette relation, elle a 1 an. Donc, je me suis demandé ce que c'était que ce truc, quoi. T'imagines Ouais. bien, origine athée agnostique, croire à la flamme jumelle, j'ai dit là, waouh, c'est un gros déménagement, quoi. C'est même, je suis même plus le même à la limite. Mais il s'avère. Jérôme, si tu es OK avec ça, je te propose, parce que là, ça fait déjà un moment qu'on se parle et puis la vidéo risque d'être un peu longue. Je te propose qu'on finisse avec l'idée d'âme jumelle, comment ça se manifeste par rapport à âme sœur, et puis qu'on se replanifie un second créneau où là, on rentrera dans flamme jumelle, tout ça, et puis sur d'autres choses qui pourraient encore venir. Juste pour pas que la vidéo elle soit trop longue et aussi parce que je t'avoue que moi, ça fait beaucoup d'informations pour moi. Je commence à fatiguer cérébralement là. Et pourtant, nous sommes le matin. Et pourtant, nous sommes le matin, mais je suis assez lève-tôt, donc fin de matinée, ça commence à peser déjà chez moi. Alors, Euh, donc, l'âme âme jumelle, alors comment ça se manifeste selon toi jumelle, par rapport à âme sœur? alors, c'est plus puissant Ok, que l'âme sœur en matière de connexion, ok, en matière d'affinité, de ressenti. On est vraiment le double de l'autre. ok. C'est-à-dire que tout est identique. La manière de penser, les besoins, le toucher, euh, la, la facilité de s'exprimer sur différents sujets. Euh, Tu vois, c'est tout fluide. Et Ok. cette espèce d'étrangeté à tellement bien connaître l'autre rapidement. D'accord. À anticiper ce qu'elle peut penser, ce qu'elle peut ressentir, ce que l'autre personne peut ressentir, etc. Est-ce que Mm. du coup, la question qui me vient spontanément, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement dans ce type de relation un problème de manque de complémentarité à force d'être trop pareil sur plein de niveaux différents? Alors, ça peut en être un, mais étant donné qu'on est dans une confiance naturelle, Mhm. je rappelle que la confiance dans une relation, elle doit être naturelle, elle ne doit pas être fabriquée. Ok. Donc, si on a des carences de confiance, évidemment, on va être dans le doute, dans la méfiance, mais quand on se fait confiance, on fait confiance à l'autre naturellement. Et cette confiance-là, chez les âmes sœurs et en particulier chez les âmes jumelles, elle est beaucoup plus présente. Elle est innée. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on peut être étonné d'une réaction, d'une pensée, d'une attitude. On n'est pas épargné de ça non plus. Mais Ouais, il y bien a une sûr. confiance à la base, il y a une espèce de fluidité dans la compréhension de l'autre, dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il veut. Et généralement, on a les mêmes goûts, c'est-à-dire les mêmes Mhm. sports, les mêmes envies, la même façon de manger, les mêmes besoins sexuels. Tu vois, tout est pareil. Alors, évidemment, on pourrait imaginer que si tout est pareil, qu'est-ce qu'on fout avec l'autre, qu'est-ce qu'on va apprendre, Ouais. et que ça va pas faire prout, tu vois, dans 6 mois ou dans 1 an. Ben, pas forcément, parce qu'il y a une telle agréabilité, c'est un mot que j'invente, excuse-moi, hein, parce que je ne Il n'y voyais a pas aucun comme souci. On comprend l'intention. euh, à être avec l'autre sans s'arracher les cheveux, sans se poser de questions, sans aller chercher le pourquoi du comment. Tu vois, tu as envie d'être avec l'autre naturellement et l'autre consacre du temps parce que c'est plaisant. Tu vois, et tu as ce temps qui coule très vite. C'est-à-dire, Ok. elle me disait, je comprends pas, quand je suis avec toi, le temps il passe tellement vite que ben, j'ai envie qu'on se revoie aussitôt. Je dis, ouais, Mm. mais là, tu bosses, moi je bosse, enfin, tu vois, on se verra On perd demain. la notion du temps, hein. Ouais. Et tu vois, on perd la notion du temps et il y a un plaisir assez particulier à être avec l'autre. Tu vois, il y a Mhm. une connexion forte de bien-être, d'énergie, tu vois, qui se réunit, comme s'il y avait une retrouvaille suite à une absence. Et je pense que deux jumeaux qui s'entendaient bien, qui se sont séparés pour X raisons, qui se retrouvent, je sais pas, 10 ans après, ça doit être très intense. Parce qu'il y a Ouais. des moments où tu étais fait pour vivre comme l'autre et avec l'autre et tu as été séparé. Du coup, ça, boum, tu vois, ça fait une espèce de force énergétique là, qui te placarde sur l'autre et qui te colle à l'autre. Et donc, Qui fait que l'interaction, elle est fluide et simple tout de suite, quoi.
avec sans doute cette impression que, ouais, que, ok, on a été séparés un certain temps, mais tout de suite, ça clique, enfin, comment on dit en Ah, français, mais ça match tout de suite, ça quoi. match tout de suite, quoi, de nouveau. Ouais, ok. Ouais, imaginons que, en tant que famille d'âmes, en âme jumelle, tu as été séparé, admettons, 15 ans, mais c'est juste symbolique, parce qu'en fait, dans la notion d'âme, comme nous, on avait un décart d'âge de 20 ans, en fait, on a été séparés en âme, peut-être, enfin, on ne sait pas d'ailleurs, parce que c'est une vie antérieure, enfin, on ne peut pas Mm. savoir. Mais il y a certainement eu une séparation dans cette vie antérieure, et donc il y a cette retrouvaille de jumeaux qui a besoin d'être vécu, expérimenté, et qui va être assimilé à un besoin de se retrouver, d'échanger, comme s'il y avait eu une privation. Mhm. Comme, tu vois, alors après, les privations, ça peut être la guerre, tu vois, si on, dans des vies antérieures, ça peut être la Ouais. guerre de 1914, ça peut, enfin bref, peu importe les événements, mais il y a des tas de Mm. familles qui ont été séparées, donc des âmes séparées, des âmes qui sont parties prématurément suite à des décès d'accidents, de maladies, enfin X choses. Et il y a cette retrouvaille exceptionnelle qui ne peut pas s'expliquer, à mon avis, autrement que par ce type enfin, de comparaison. Si, voilà, après, on peut tout inventer autrement. Enfin, tout. Voilà. C'est. Ça en fait des choses à se dire dans le prochain round. Je crois qu'on ajoutera aussi cette notion de vie antérieure, tu vois, parce que j'imagine que pas mal de gens qui regarderont cette vidéo, ils vont se dire, ah, mais où est-ce qu'ils vont, dans quoi ils partent avec leur ésotérisme. J'avoue que moi, c'est des choses dont je suis pas tout à fait convaincu, et c'est encore des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de questionnements. Donc peut-être qu'on pourra revenir aussi là-dessus dans le round 2 de cette interview, parce que j'ai l'impression qu'on a encore plein de choses à se dire. Si c'est OK avec toi, Jérôme, je propose qu'on arrête là pour l'instant parce que ça a déjà été particulièrement dense cette vidéo. J'ai l'impression que ça va être de loin ma plus longue de toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent. Mais Et, merci. Vas-y. et peut-être la plus intéressante, sait-on jamais. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Merci en tout cas pour ta participation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je ferai, c'est que dans la description de cette vidéo, je mettrai tes références s'il y a des gens qui veulent te joindre pour éventuellement démarrer un accompagnement avec toi ou venir participer à tes soirées de rencontres sur les Sables d'Olonne. Donc voilà, Et je ferai ça. les accompagnements, si je peux me permettre cette précision, Vas-y. avec la technologie, se font à distance. Oui, Évidemment, Zoom, Cam bien sûr. Messenger, et ça marche très très bien. Et Voilà. les déplacements, enfin, comment dire, le rodateur, les Mm. bouchons, voilà. Et c'est Voilà. très convivial, très très intéressant. Et du moment où la personne est en francophonie, hein, que ce soit le Oui. Canada ou l'Afrique, ou enfin peu importe, la distance, on s'en fout. Et Oui. après, en présentiel, j'exerce aussi, j'ai un lieu sur les Sables d'Olonne qui me OK. permet de recevoir les gens qui veulent du présentiel. Top. Et à distance, ça s'appelle le distanciel. OK. Eh ben, je mettrai tes références dans la description de cette vidéo. Merci en tout cas, Jérôme, pour ton temps. Merci d'avoir échangé sur tous ces concepts fascinants. Je sens qu'on a encore à peine effleuré la surface de l'iceberg de tout ce qu'on pourrait se partager. On mettra ça dans le second round. Merci en tout cas à vous tous qui avez regardé cette vidéo assez dense jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé le plus possible dans vos réflexions. Et puis, ben, à la semaine prochaine pour la prochaine interview. Bye bye. Merci Guillaume, bonne journée à toi.